Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 20, on parle de l'intégration progressive à la garderie, ce passage inévitable et obligé pour la majorité des enfants. Et comme c'est un gros changement, pour lui comme pour toi, on t'outille et te prépare pour que cette transition soit la plus douce possible. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Eh oui, aujourd'hui, Top Top Mom, je te parle d'un passage obligé pour la majorité de nos Homo sapiens en mode nomade et j'ai parlé de l'intégration à la garderie. Est-elle réellement un jeu d'enfant? Peut-être que pour le moment, tu dis absolument pas, ça me stresse plus que d'autres choses, mais je vais quand même essayer de te donner mes meilleurs trucs et astuces pour adoucir cette période de transition-là. Parce que j'ai pas nécessairement la donnée probante précise, mais 98,7% des enfants passeront un jour ou l'autre par une intégration progressive ou pas à la garderie. Donc, aussi bien se préparer. Pourquoi? Parce que il y a une grosse partie de la philosophie bédaine-urbaine qui prône la prévention, si je me permets de faire un parallèle avec le sommeil. L'idée avec le sommeil, c'est pas nécessairement de prévenir les défis sommeil qui peuvent s'installer dans une famille, dans une dynamique familiale, mais plutôt d'être dans la prévention au niveau de l'information de si jamais j'avais besoin de trucs et astuces sommeil, vers qui je me dirige, c'est quoi la philosophie à laquelle je crois, quelles sont les valeurs, moi, en tant que parent, que j'aimerais inculquer, comment je veux accompagner mon enfant vers un sommeil paisible selon son rythme, son tempérament et tout en respectant mes valeurs de parent. Fait que c'est un peu ça quand je parle de la prévention au niveau sommeil. Mais là, si on parle de la prévention, l'intégration à la garderie, ben, tu sais, c'est sûr et certain que si t'attends le matin même pour te mettre en mode solution puis commencer à préparer cette étape qui est quand même une grosse période de transition pour ton enfant. Je te dis pas que c'est mauvais de le faire la journée d'avant, c'est juste que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, de pouvoir venir voir le coup et de préparer cette transition-là, c'est sûr et certain que ça ne peut pas nuire. Est-ce que c'est vraiment juste la prévention qui va sauver toute l'étape d'intégration à la garderie? Je ne crois pas. Mais au moins d'avoir les bons outils pour être capable de se réajuster puis de prévoir et de préparer, comme je le disais, cette période de transition-là, c'est tout à ton honneur parce que oui, c'est un gros changement, autant pour toi qui voit la fin de sa mission maternité arriver, peut-être même un petit retour au travail qui te tente peut-être ou qui te tente pas pantoute. D'ailleurs, si tu retournes au travail en te demandant qu'est-ce que tu vas faire maintenant, que tu es devenue maman dans ce champ d'activité-là qui te plaisait auparavant, mais qui maintenant, peut-être avec ton nouveau rôle, tes valeurs, puis ta passion, puis tes intérêts ont peut-être été changés. Sache qu'on offre un programme de certification si tu voulais faire comme Bedine Urbaine et devenir toi-même consultante sommeil. Donc, gros changement pour maman qui finit c'est ça, la mission maternité, on retourne travailler, période de séparation aussi où je vais me préparer à me séparer ou me séparer tout simplement de l'humain que j'aime le plus au monde. Puis ça, effectivement, ça peut être un gros coup à donner. Puis ben, on a l'inverse aussi, bébé, hein? Ton bébé, ça avait un droit de vote, probablement qu'il ne voterait pas pour passer plus de temps à la garderie. Il aimerait bien rester blotti dans tes bras, mais malheureusement, ou réalistement, devrais-je dire, la réalité d'aujourd'hui ne nous permet la majorité du temps pas de rester à la maison et de continuer à jouer à la maman bien longtemps parce que souvent on a des obligations financières ou encore on a des mamans qui, après leur mission maternité, sont très heureuses de retourner sur le marché du travail en ce sens que être maman à temps plein, ça peut devenir un peu lourd au quotidien, particulièrement quand on n'a pas nécessairement des bras de rechange autour de nous, ou on n'a pas nécessairement une tribu pour s'occuper pendant cette année-là de mission maternité. Ben, ça peut faire du bien, effectivement, de retourner sur le marché du travail, prendre le temps de manger assise, chaud, de boire un café, peut-être même chaud, après le lunch. Bref, à chacun sa mission maternité et son retour au travail, hein. On n'est pas là pour juger le style des parents, mais bien pour vous outiller quand vous êtes devant le fait accompli que cette transition-là est imminente. Donc, oui, effectivement,
une fois qu'on a choisi la garderie, mais là, on va y revenir tantôt, mais la plupart des services de garde, puis là, pourquoi je vous parle de ça, c'est que c'est quand même une question très importante à poser avant même de choisir la garderie, c'est de voir si eux prônent l'intégration progressive. Là, écoutez, on est en 2024 au moment où j'enregistre ce balado-là, ce serait assez surprenant que la garderie que tu as choisie n'offre pas l'intégration progressive, mais c'est important, cette étape de rituel-là pour les enfants de le faire. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Il y a des enfants encore qui ont des tempéraments qui vont s'adapter beaucoup plus rapidement. Il y a des situations familiales, géographiques, temporelles qui ne permettent peut-être pas cette intégration progressive-là, mais en même temps, si c'est possible de le prévoir dans l'horaire quelques semaines à l'avance pendant que toi, tu es encore disponible pour aller chercher ton enfant si jamais ça devenait trop compliqué au cours de la journée, ben c'est sûr et certain que je vous avouerais ou je t'avouerais que c'est idéal de le faire ainsi. Il y a une autre chose aussi qu'on ne parlera pas dans ce balado-là, mais que je veux que tu prennes en considération. Souvent, quand un bébé ou un enfant ou un humain, en général, par le contrôle, il aime bien se restabiliser sur ce qu'il est capable de contrôler. À la petite enfance, souvent, quand un enfant a l'impression de perdre le contrôle, pour reprendre justement ce contrôle-là, il y a deux sphères qui vont souvent être impactées. C'est le sommeil et l'alimentation. Deux choses que ton enfant peut contrôler. Donc, c'est sûr et certain que tant et aussi longtemps que l'intégration ne sera pas complétée, que ton enfant ne sera peut-être pas entièrement en confiance dans son service de garde, qu'il n'aura pas encore assimilé un peu la routine, qu'il ne se sera pas encore accoutumé aux amis, qu'il ne se sera pas encore attaché à son éducatrice, ben c'est possible qu'au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, ce soit un petit peu plus compliqué. C'est pas rare que ces deux sphères du développement-là sont impactées à l'intégration à la garderie. Et là, on parle d'intégration à la garderie, mais j'ai le goût de dire sont souvent impactées suite à tout changement émotionnel. Souvent, c'est ces deux sphères-là qui vont prendre cher, pour reprendre cette expression-là. Donc, autre chose sur l'intégration progressive, bah, c'est possible que ça prenne plus de temps pour ton enfant. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce qu'un enfant qui s'intègre plus rapidement dans sa garderie est nécessairement meilleur? Encore une fois, non. Hein, l'intégration progressive va avoir une durée plus ou moins longue, dépendamment de l'âge de ton enfant, bien entendu, mais aussi de son tempérament. Donc, c'est pas parce que ton enfant prend un peu plus de temps pour s'intégrer puis s'acclimater à ce nouvel environnement-là qu'est la garderie, qu'il est moins habile, qu'il est moins social, ça n'a absolument rien à voir. C'est juste qu'il faut prendre le temps de prendre le temps et surtout s'ajuster, dépendamment du petit humain qui nous a été confié par ce miracle qui s'appelle la vie. Donc, prenant en considération qu'idéalement, on fait ça progressivement, que le sommeil et l'alimentation pourraient être impactés, puis que c'est pas une course contre la montre, c'est pas un concours de qui fait le plus rapidement possible, nous allons regarder quand même ce qui est possible de faire ensemble pour essayer d'uniformiser, pour essayer d'améliorer, pour essayer d'adoucir cette période de transition-là. Donc, avant même le jour J, c'est sûr et certain que de bien choisir ta garderie, ça reste quand même un strict minimum. Là, je le sais qu'en 2024, c'est très difficile, du moins nous ici au Québec, de se trouver des garderies. Donc, souvent, on n'a pas le choix ou on n'a pas l'éventail de choix qu'on aimerait avoir, mais quand même, n'oublie jamais qu'avant de signer ce fameux contrat de la garderie, que c'est quand même un endroit où ton enfant va passer la majorité de son temps, et ce, du lundi au vendredi. Donc, ça vaut la peine quand même de poser les bonnes questions. Avant même de se poser les questions, la question à se poser, est-ce qu'on préfère un milieu de garde en installation? Est-ce qu'on préfère un milieu de garde en milieu familial? Ça, il y a des pour et des contre dans chacune de ces façons de faire-là, dans chacune de ces structures-là. Moi, j'avais pris des garderies en installation parce que je trouvais ça plus facile. Quand moi, j'avais besoin que Jacob Olivier, mon garçon, aille à la garderie, ben j'avais pas à gérer avec les journées maladie, j'avais pas à gérer avec les impondérables de l'éducatrice qui est en milieu familial. Cependant, pour la première année, si Jacob Olivier était rentré très petit, est-ce que j'aurais pas préféré un milieu familial qui ressemblait plus à un environnement de maison de famille?
Bref, toutes les questions se posent, puis c'est vraiment d'y aller avec toi. Qu'est-ce que tu penses qui est le mieux pour ton enfant? Je répète et je signe. L'important, c'est le fit ou en tout cas la façon dont tu vas communiquer puis que tu vas t'entendre avec l'éducatrice et non pas la structure en soi de la garderie. Mais si je reviens aux questions sommeil qui devraient être posées quand on choisit la garderie, parce que, bon, bien entendu, tu as une foule de questions à poser sur peut-être le programme éducatif, peut-être sur l'alimentation, peut-être sur les sorties extérieures, le fonctionnement, l'arrivée, le départ, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui ne l'est pas, les couches lavables, les couches jetables. Ça en fait des questions quand même à poser avant de bien choisir ta garderie. Mais là, on va revenir plus au niveau des questions sommeil, puisque, ben, quoi là ou non, c'est l'expertise bedaine urbaine. Alors, si tu veux d'autres expertises, tu iras écouter d'autres balados. Je reviens à mes moutons, qui est le sommeil pendant la garderie ou du moins pendant l'intégration à la garderie pour être certaine de bien faire les choses. Bon, ben, la première question que moi j'aime bien, amener les parents, pardon, à poser, c'est l'horaire de sommeil. Est-ce que c'est un horaire qui est flexible? Est-ce que c'est tout le monde qui dorme ensemble? C'est sûr et certain que souvent, à la pouponnière, là, on parle d'un 0-18 mois, souvent, on va vouloir idéalement avoir un horaire flexible. Ça veut pas dire que c'est très grave si c'est tout le monde dort ensemble en même temps. Ça veut juste dire que 0-18 mois, on essaie d'avoir des habitudes de sommeil qui restent flexibles puis qui s'adaptent aux besoins de l'enfant. Même chose, je vais en reparler tantôt pour l'éducatrice qui veut couper la sieste du matin, puis nous, on pense que c'est trop tôt. Inquiète-toi pas. Et je vais aussi parler de l'éducatrice qui ne veut pas réveiller ton enfant et que toi, tu penses que ça nuit à son sommeil de nuit. Alors, stay tuned, je t'explique ça à la fin dans le Q&A Intégration à la garderie. Donc, de demander si l'horaire est flexible ou pas, de poser les bonnes questions, t'assurer que toi, tu te sens confortable là-dedans. Comme je le dis, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. La seule chose que tu veux éviter, c'est d'être prise par surprise une fois l'intégration commencée ou complétée. Après ça, l'endroit pour les siestes, est-ce que c'est un endroit différent? Est-ce que c'est un endroit calme? Est-ce que c'est des bassinettes qui sont liées à barreaux? Est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que la luminosité, ça fait? Est-ce qu'au niveau du bruit, c'est quelque chose qui te ressemble, que tu penses qui pourrait qui pourrait plaire, et je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé le mot convaincre, qui pourrait plaire à ton enfant. Fait que ça, c'est quelque chose aussi à revisiter. Bien entendu, là, souvent, à partir de 18 mois, ce ne sera pas nécessairement un endroit séparé. Ça va être les petits matelas au sol, à même le local où les enfants passent leur journée, mais c'est quand même quelque chose que tu as le droit de visiter et que tu as le droit d'analyser, si toi, ça convient, à tes valeurs de parents et que ça peut convenir aussi, comme je le disais, à ton enfant. Ensuite, ben, la façon de les accompagner, comment ça fonctionne. Tu sais, il va falloir rester réaliste, là. Il y a un juste milieu entre bercer indéfiniment un bébé, mais il y a aussi le juste milieu entre le bercer indéfiniment puis le laisser pleurer indéfiniment aussi. Donc, peut-être commencer à poser des questions, comment ça fonctionne, les premières journées. Si toi, tu as un plan B qui fonctionne, par exemple, est-ce que tu peux amener la poussette à la garderie? Là, je viens de parler d'un plan B. Si tu n'as aucune idée de quoi je parle, je t'invite à visiter nos outils sommeil sur bedainurbaine.com, que ce soit le Top Book ou notre formation Les miracles du sommeil 0-5 ans pour comprendre qu'est-ce qu'un plan B à la bedaine urbaine. Mais de poser les questions sur comment ça se passe l'intégration et comment ça se passe aussi ensuite. Est-ce que on a le droit d'amener les toutous? Est-ce qu'on a le droit d'amener les doudous? Est-ce que les objets de transition sont autorisés? La majorité du temps, j'ose croire que oui. Comment ça fonctionne pour la suce, la tétine? Bref, il y a vraiment de vérifier c'est quoi la philosophie sommeil de ton service de garde. Je pense que ça fait partie des bonnes questions à poser. Pourquoi? Parce que le sommeil reste un besoin physiologique qui doit être répondu au courant de la journée et toi, tu veux être certaine de te sentir confortable dans la façon dont ils accompagnent ton enfant, tout simplement. Ça ne veut pas dire que, par exemple, que ta garderie aurait choisi une méthode chronométrée, que c'est nécessairement mauvais. Ça veut juste dire que moi, je veux que tu t'évites toute surprise possible au niveau des habitudes de sommeil de ton enfant en garderie, tout simplement. Et quand je parle d'une façon d'accompagner au sommeil, c'est super une directrice de garderie. C'est génial. Merci à toutes les directrices de garderie qui prennent soin des ressources humaines, qui prennent soin des contrats et qui s'occupent que le frigo soit toujours bien rempli pour l'heure de la collation. Mais moi,
si j'avais à parler sommeil. Si j'avais à recommencer le processus, c'est certain que je voudrais parler sommeil avec l'éducatrice et non pas la directrice. Parce que la directrice n'aura pas nécessairement de contact physique ou humain one-on-one avec ton bébé. C'est vraiment l'éducatrice qui va accompagner ton enfant vers le sommeil, qui va l'aider à s'abandonner vers le sommeil, qui va être même la première répondante au niveau de la routine de sommeil. Donc, c'est vraiment avec elle que tu veux vérifier ces informations-là. Ensuite, une fois qu'on a choisi, on a posé les bonnes questions, on a signé le fameux contrat qui nous aide à choisir la garderie et j'espère de tout mon cœur qu'elle n'est pas à 40 kilomètres aller-retour de ta maison, ben là, on va se préparer pour cette intégration-là. Et quand je parle de préparation, c'est que je reçois souvent, quand les parents ou quand les mamans vont prendre des consultations sommeil, et là, l'intégration à la garderie s'en vient, il faudrait que mon enfant apprenne à s'endormir seul. Ouh là! Bon, déjà là, de commencer un entraînement de dos visant l'autonomie avec un deadline, c'est très stressant. Le stress est l'ennemi du sommeil parce que le cortisol, l'hormone du stress, et la mélatonine, l'hormone du sommeil, ne peuvent pas être sécrétés en même temps. Et quand toi, tu stresses par rapport à quelque chose, tes fameuses neurones miroirs amènent ton bébé Homo sapiens à paniquer lui aussi. Hein, c'est ça les fameux neurones miroirs. Souvent, quand l'humain en face de nous a une certaine émotion, nous, en tant qu'humains empathiques et social, on a tendance à coper, en fait, à absorber cette émotion-là. Puis là, ben, on ne sait même pas pourquoi on file tout croche, mais en même temps, c'est juste les neurones miroirs qui nous indiquent qu'on devrait filer tout croche parce que l'humain en face de nous file tout croche. Donc, si ça te stresse l'intégration à la garderie, c'est à peu près la plus mauvaise émotion en soi que tu peux avoir pour par la suite accompagner un enfant à s'abandonner paisiblement vers le sommeil. Donc, quand on parle d'autonomie du sommeil, il faut jamais que ça devienne quelque chose de stressant. Il faut que ce soit un processus qu'on mette en place qui n'est jamais obligatoire, je le dirai jamais assez, mais un processus qu'on met en place tranquillement, mais sûrement, et que la journée J, ben, on sera rendu où on sera rendu dans notre processus sans nécessairement se mettre un objectif, une finalité, une date qui peut devenir plus stressante qu'aidante. Donc, oui, l'autonomie du sommeil, on peut commencer en amont à l'intégration à la garderie. C'est certain que ça ne peut pas nuire d'avoir déjà une ébauche de routine visant l'autonomie pour les siestes. C'est certain que ça peut favoriser, en fait, ça peut aider à l'intégration de la garderie, mais en même temps, comme l'intégration à la garderie reste un changement émotionnel important qui peut perturber à lui seul les habitudes de sommeil, ça sert à rien de viser l'autonomie complète pour les siestes, sachant très bien que c'est possible qu'à l'intégration à la garderie, aussi progressive soit-elle ou pas, il y ait un réajustement à faire au niveau des siestes. Donc moi, je trouve ça triste que les parents, particulièrement les mamans, vont passer les dernières semaines de leur mission maternité à, entre guillemets, gérer l'autonomie du sommeil pour les siestes dans le but de faciliter l'intégration à la garderie. Mais c'est pas nécessairement une corrélation parfaite. C'est-à-dire que même si ton enfant s'endort très bien toute seule à la maison, dans son environnement, pour ses 2, 3 siestes par jour, ça veut pas dire que c'est un copier-coller nécessaire à la garderie puisque c'est un nouvel environnement, une nouvelle luminosité, des nouveaux bruits, des nouvelles habitudes, etc., etc. Donc oui, se préparer sans nécessairement se mettre cette obligation-là que ton enfant s'endort toute seule avant l'intégration à la garderie. Parce que tantôt, je vous ai glissé l'histoire du plan B que tu peux retrouver un peu partout dans notre philosophie, mais un plan B, c'est une sieste qui se passe n'importe où, sauf dans la bassinette, sauf dans le lit en barreau. Et puis, un enfant qui, par exemple, dormirait très bien en poussette pourrait être intéressante pour une certaine éducatrice qui, elle, par exemple, pendant la sieste le matin, ton enfant pourra lui dormir dans sa poussette pendant que les tout petits jouent à l'extérieur. Donc, c'est possible aussi d'avoir ce genre de discussion-là de comment l'éducatrice voit le sommeil pour les premières semaines, puis essayer de trouver un amalgame qui, oui, respecte le travail de ton éducatrice parce que c'est un cadeau à te faire dans la vie, c'est d'être full ami, top ami, best friend avec ton éducatrice parce que tu veux avoir cette étroite collaboration-là, puisque c'est elle qui va prendre soin de ton enfant dorénavant du lundi au vendredi. Donc, d'avoir cette discussion-là, peut-être que ton éducatrice te dirait, ben écoute, focus pas trop à mettre la sieste du matin dans son lit. Moi, ça m'adonnerait qu'il la fasse dans la poussette parce que ça faciliterait mon horaire. Puis, ben, tu es rendu à l'intégration
de la sieste en après-midi, on verra qu'est-ce qu'on fait, on verra comment on l'accompagne, et cetera. Donc, c'est possible de faire ça en 2 temps. C'est possible aussi d'avoir une collaboration étroite avec ton éducatrice pour établir un plan de match qui se tient pour vous. Puis ce plan de match-là, ben, va être différent d'une garderie à l'autre, j'en conviens, mais c'est justement l'importance de communiquer avec ton éducatrice pour être certaine que toi, tu ne mets pas des efforts en vain ou encore, ben, d'être complètement contre-productive parce que finalement, c'est pas nécessairement les habitudes de sommeil que ton éducatrice avait préparées ou c'était attendu de ton enfant. Donc, oui, au plan B, oui, de commencer doucement, sans nécessairement se mettre la pression que ça fonctionne. Et la préparation, je l'ai dit tantôt, mais dans les questions sommeil, est-ce qu'on a le droit au toutou doudou, les objets de transition, les chandails maman? Ça, c'est des choses aussi qui peuvent vraiment aider ton enfant à s'intégrer plus facilement, du moins au niveau du sommeil. Puis de préparer une routine de sieste, ben, c'est quelque chose souvent on va se poser comme question hein, avant de rentrer à la garderie. Ils vont vous demander c'est quoi effectivement la routine de sieste de ton enfant. Donc, sans nécessairement même parler de l'autonomie, du sommeil, déjà d'avoir une routine de sieste, c'est quelque chose qui peut effectivement favoriser l'intégration à la garderie. Et là, quand on arrive au premier jour, là, on a bien choisi notre garderie, on a posé les bonnes questions, on s'est préparé sans nécessairement en faire une obsession. Ben, arrivent les premiers jours et les premières semaines. Souvent, l'intégration progressive, ça va se passer en matinée. Pourquoi? Parce que plus la journée avance, plus ton enfant a de la difficulté à se gérer, un peu comme nous, êtres humains adultes. Donc, souvent, on va commencer par quelques heures en matinée. Donc, la première sieste, souvent, qui va se faire à la garderie, ça va être la sieste le matin. Et pour cette bonne raison-là, tant et aussi longtemps que le sommeil, l'alimentation, c'est pas nécessairement quelque chose acquis, puis qu'on trouve que c'est encore un peu fragile, ben c'est sûr et certain que de favoriser les siestes en plan B, les siestes en mouvement, les siestes poutine en après-midi, ce serait vraiment très chouette. Même chose pour le week-end, au besoin de récupérer le plus possible en après-midi et les nuits, tant et aussi longtemps que la sieste le matin n'est pas quelque chose qui est acquis pour ton enfant pendant l'intégration. C'est sûr et certain que de rester flexible en après-midi pour récupérer le manque de sommeil qui s'est peut-être accumulé puisque la sieste a été sautée le matin ou écourtée le matin va rester très important. Souvent, après l'intégration à la garderie, souvent, ça va être le plan B en voiture. Hein. Souvent, l'enfant va s'assoupir dans la voiture puisque la pression au sommeil due à la sieste manquée de la matinée est trop forte. Et là, l'enfant, boum, va s'endormir un peu n'importe où. Mais de rester flexible, honnêtement, sur l'endroit du sommeil, tant et aussi longtemps que la sieste du matin n'est pas canée, comme on dit en bon québécois, dans l'horaire, serait vraiment très important, toujours dans le but d'éviter le manque de sommeil qui s'accumule, qui lui peut devenir un irritant en fait à l'intégration à la garderie parce qu'un enfant fatigué n'a pas certainement pas plus de facilité à accepter ces nouvelles habitudes-là. Le coucher le plus tôt possible le soir venu, c'est quelque chose aussi qui pourrait t'éviter le fameux manque de sommeil accumulé. D'accepter que ton enfant va avoir besoin de plus de réconfort, de plus de ta présence. C'est en fait une forme d'amour qui, lui, en fait, tout ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il s'ennuie, que c'est différent, qu'il a besoin de retrouver ses repères, qu'il a besoin de remplir son réservoir affectif, il a besoin de retrouver son premier répondant, son point d'ancrage. Bref, c'est important de répondre à ces besoins de réconfort et de présence-là. Je sais que toi, tu peux trouver ça difficile au quotidien. On le dira jamais assez. Les journées sont éternelles, mais les années volent. Donc, d'aller chercher, encore une fois, l'aide de ta tribu bienveillante pourrait être quelque chose d'important et puis de te reposer au maximum et d'accepter cette période de transition-là en acceptant que c'est effectivement une régression, un peu comme toutes les autres régressions dues à des changements émotionnels. Et puis, ce qui en est par rapport aux habitudes de sommeil en général, ben là, ce qui devrait s'appliquer, c'est le statu quo. Le statu quo, ça veut dire qu'on va stabiliser les habitudes du moment et puis on va juste essayer de surfer sur la vague présente. On ne poussera pas nécessairement la machine. Puis ça, c'est un truc sommeil qui est vrai pour tous les changements émotionnels. Par exemple, l'arrivée d'un petit frère, un changement, les vacances. Toute période de transition, en fait, on devrait essayer de garder ce qui va bien,
sans nécessairement pousser la performance de l'enfant. C'est-à-dire on va essayer de revenir le moins possible en arrière, mais on va éviter toute tentative d'amélioration des habitudes de sommeil parce que le changement émotionnel, là on parle d'intégration à la garderie, est suffisamment important, prend beaucoup de place dans le quotidien de ton enfant, donc on veut stabiliser les acquis sans nécessairement pousser la machine à améliorer d'autres choses tant et aussi longtemps que l'intégration à la garderie n'est pas acquise. Et quand je dis acquise, c'est pas comme oh wow, il a fait une belle journée. C'est comme OK, ça fait une semaine, 2 semaines que ça va vraiment bien. Puis là, je pense qu'on s'est sorti d'intégration de la garderie et on peut passer à d'autres objectifs. Et je le répète, c'est pas parce que c'est plus long que quelques semaines que ton enfant est moins bon. OK? C'est pas une course, c'est pas un concours de qui s'intègre le plus rapidement, qui rend cet enfant-là meilleur que l'autre. Là. Ça n'a absolument rien à voir avec ton enfant. C'est une question de fit, c'est une question de timing, c'est une question d'aisance, c'est les autres amis, l'environnement en soi, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Parce que c'est sûr et certain que si toi, tu es plus stressé, c'est une période que tu appréhendes plus, ben c'est sûr et certain que ton enfant est impacté par tes émotions. Oui, d'en parler avec un professionnel de la santé, oui, d'en parler avec un thérapeute de pourquoi tu te sens comme ça. Peut-être qu'il y a des petites choses dans ta gestion des émotions, puis dans toi, ton ressenti par rapport à tout ça qui mérite d'être verbalisé. Ce n'est pas mon travail. Moi, je fais et que du sommeil 0,5 ans. Mais oui, effectivement, si toi, tu ressens que tes émotions peuvent avoir un impact sur les émotions ou le ressenti de ton enfant, c'est effectivement à toi, en tant que parent, de trouver des solutions pour amoindrir tout ça, pour mieux comprendre et mieux t'adapter aussi à ces changements. Et là vient la période de 2 questions qui reviennent vraiment souvent, donc Q&A urbain. Allez, mon éducatrice veut couper la sieste du matin. Moi, je trouve qu'il est trop tôt pour le faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Souvent, la sieste le matin, dans le développement moyen d'un humain moyen, va s'éliminer aux alentours de 18 mois. Donc, c'est souvent à la fin de la période poupon qu'on va venir sauter, couper la sieste du matin. Donc, si ton enfant dort, par exemple, le même nombre d'heures globales dans la journée, dans une période de sommeil plutôt que 2, c'est un moindre mal. Si ton enfant a un comportement agréable jusqu'à la sieste en après-midi, c'est un moindre mal. S'il se réveille de bonne humeur de sa sieste en après-midi, moindre mal aussi. S'il n'y a pas de répercussions sur son comportement, sur son alimentation et son sommeil de nuit, c'est un moindre mal aussi. Mais si une de ces sphères que je viens de te nommer là est impacté par le fait qu'on saute une sieste le matin, c'est sûr et certain que d'avoir la discussion avec ton éducatrice, toujours rester très bienveillante, de te mettre dans ses chaussures, de lui expliquer que tu comprends très bien sa réalité, qu'il n'y a pas seulement ton enfant dans le service de garde, mais est-ce qu'il y aurait un moyen de trouver un juste milieu, une entente, un compromis, quelque chose comme ça, parce qu'on ne veut pas nuire à ton enfant au bénéfice des autres enfants qui fréquentent cette garderie-là. Donc, si ton enfant a de la difficulté à rester éveillé jusqu'à la sieste de l'après-midi, s'il se réveille de mauvaise humeur de sa sieste de l'après-midi, si ça a un impact sur le sommeil de nuit, sur l'endormissement, les réveils nocturnes, si ça a un impact sur son alimentation, sur son comportement en général, oui, effectivement, ça vaut la peine d'avoir la discussion avec ton éducatrice. Et là, peut-être que la venue d'un plan B en matinée pourrait effectivement être une bonne option pour vous, puisque ton éducatrice n'aura pas nécessairement besoin de rester à l'intérieur pour surveiller ton enfant qui dort. Donc, je pense que ça pourrait être un heureux compromis pour le bien-être de ton enfant, mais aussi pour faciliter le travail de ton éducatrice. Et si ton éducatrice ne veut pas réveiller ton enfant puis que tu es convaincu que la sieste de l'après-midi est trop longue, voici ce qu'on va faire. Il y a 2 choses que tu peux essayer. Peut-être essayer de coucher ton enfant un petit peu plus tôt à la garderie, comme ça, elle n'aura pas besoin de le réveiller, mais va se réveiller quand même un petit peu plus tôt, ce qui pourrait amener une certaine pression au sommeil plus adéquate pour favoriser par la suite l'endormissement pour la nuit. Et sinon, si elle ne veut pas réveiller ton enfant, ben là, à toi de voir. 2 options. Soit on couche l'enfant un petit peu plus tard pour que la pression au sommeil soit un petit peu plus élevée. Sinon, ben moi, ce que j'aurais comme truc bedaine urbaine, et là, il faudrait l'essayer parce qu'effectivement, ça peut-être que ça fonctionne pas pour tous les enfants, mais je garderais la même heure de dodo. C'est juste que j'essaierais de lui montrer comment s'apaiser par lui-même.
vers le sommeil. Donc oui, la pression au sommeil pourrait ne pas être si efficace parce que ton enfant n'est pas si fatigué, mais de coucher un enfant qui est moins fatigué amène souvent une meilleure collaboration au niveau des émotions, au niveau du ressenti, au niveau de la gestion des crises et des pleurs et des demandes interminables. Donc, moi, j'essaierais quand même de coucher l'enfant à la même heure, tentative d'une semaine ou deux, à la même heure, voire à viser l'autonomie pour que ton enfant soit capable de s'abandonner par lui-même vers le sommeil, mais de le faire de façon paisible, voir si ça fonctionne. Puis après ça, ben, ce serait vraiment de voir une heure idéale pour coucher ton enfant sans nécessairement que ça nuise à la routine, bien entendu, de la famille au grand complet. C'est plus difficile de demander à une éducatrice de réveiller un enfant pour la simple et bonne raison que je veux que tu saches une chose, ton éducatrice, pendant que les enfants font la sieste, elle ne fait pas la sieste, elle prépare la prochaine activité, elle lave les blocs, elle prépare d'autres choses. Elle a des cahiers à remplir, elle a des tâches administratives à remplir aussi. Donc, réveiller, puis de toute façon, réveiller un enfant qui dort, souvent, c'est pas la meilleure chose à faire parce que se faire réveiller, souvent, ça nous pousse à être un petit peu plus léthargique au réveil, puis ça peut amener même des effets collatéraux qui fait que l'enfant a de la difficulté à repartir après la sieste, puis c'est pas nécessairement plus agréable non plus pour personne. Donc, réveiller un enfant qui dort, c'est quelque chose qui est quand même plus touché. Donc, ma recommandation numéro 1 serait toujours de peut-être essayer de programmer la sieste un petit peu plus tôt dans la journée pour que l'enfant puisse dormir le même nombre d'heures, mais sur un fuseau horaire différent. Si on a toujours l'option de repousser l'heure du dodo si vraiment la pression au sommeil n'est pas assez forte. Puis on a toujours l'option de garder la même heure, mais d'essayer d'enseigner à notre enfant comment s'abandonner par lui-même vers le sommeil avec ce qu'on appelle le retrait progressif à la bedaine urbaine. Donc, intégration à la garderie, passage obligé, qui oui nécessite une préparation, mais en même temps, il ne faut pas virer fou parce que ça ne sert à rien de virer fou avant l'arrivée du problème. Tu sais, anticiper que ça va se mal passer 1 mois et demi avant, ça fait que 1 mois et demi avant, peut-être que tu paniques pour rien, puis que tu fais paniquer ton enfant pour rien. Alors que si tu restes le phare dans l'histoire, que tu es prête, que tu te sens confiante et qu'à la première journée de la garderie, tu es convaincue à 120% que vous êtes en train de faire la bonne chose, ton bébé et toi ensemble, parce que vous avez pris le temps de voir venir ce changement-là, ça fait que le changement peut quand même avoir un lot de défis, mais déjà là, d'être préparé puis de juste ton ressenti de confiance peut faire quand même une énorme différence, autant pour ton enfant, pour ton ressenti à toi, mais aussi pour l'éducatrice que tu as pris le temps de choisir. Alors, en résumé, on essaie de comprendre la réalité de ton éducatrice. On fait d'elle notre meilleure amie. On communique, on reste bienveillant et on reste empathique à sa situation. Bref, pas compliqué. Il faudrait que tu l'aimes comme tu aimerais qu'elle aime ton bébé. C'est aussi simple que ça, le genre de relation que tu veux avec ton éducatrice. Puis tu peux bien entendu bien te parler de Bedaine urbaine, de son programme de certification sur le sommeil, mais aussi des méthodes sans pleurs alternatives autonomes si jamais elle avait besoin d'outils sommeil, elle aussi pour ses amis à la garderie. Alors, j'espère que ce balado t'a fait du bien à l'âme, qu'il t'a fait du bien d'entendre tous ces trucs et astuces. Bref, il n'y a pas, encore une fois, de trucs magiques. L'idée, c'est de toujours d'y aller en prévention, de poser les bonnes questions, de te préparer et d'y croire à 100%. Parce que si toi, t'es convaincu, c'est beaucoup plus facile de convaincre ton enfant que vous êtes en train de faire la bonne chose. Je te dis à très bientôt pour un autre épisode de Balado. Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du Balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.